On va maintenant prendre un peu de recul sur l'action concrète dans les territoires, mais aussi continuer de regarder au-delà des frontières. Et je vais inviter tout de suite Andreas Rudinger, qui est consultant indépendant en matière de politique de l'énergie et chercheur associé à l'IDRI, qui va nous parler d'un rapport qu'il a rédigé pour le compte de l'association de villes européennes Energy Cities, qui s'appelle « Réappropriation de l'énergie locale en Europe ». Donc Andreas, peut-être vous pourrez nous dire qu'est-ce que l'énergie locale ? Bonne question. Mais aussi, quels enseignements avez-vous tirés de cette étude ? Je vous laisse la parole. Merci Yannick. Bonjour à toutes et à tous. Un grand merci aux organisateurs de me donner l'opportunité de présenter... Alors, hop, j'espère que ça marche. Vous m'entendez mieux ? Voilà. De vous présenter donc cette petite étude. Je vais essayer de faire bref et donc je ne vais pas tellement vous parler de tout ce qu'on a dit dans cette étude donc, qui a été publiée par Energy Cities, mais je veux plutôt essayer de m'en servir pour justement, comme Yannick le disait, essayer de prendre du recul par rapport à cette grande question de la décentralisation de l'énergie, de l'appropriation locale. En fait, qu'est-ce qu'on appelle l'appropriation locale ? Comment est-ce qu'on peut l'appréhender ? Et puis, essayer d'identifier quelques questions, on va dire, plus structurelles pour ces 3 journées. Donc, juste pour dire 2 mots sur le contexte de cette étude, donc, quand Energy City s'est dit il faut qu'on produise quelque chose. J'imagine que vous connaissez tous l'association Energy Cities, donc, qui regroupe une grande multitude, une grande variété de collectivités et de villes au niveau européen, de collectivités très engagées sur les sujets de la transition énergétique. Et ils se sont dit, au final, il y a énormément de choses qui se passent à travers l'Europe, de villes qui essaient de reprendre en main la gestion de l'énergie par différents moyens, que ce soit en France, en Allemagne, au Royaume-Uni ou ailleurs. Ce serait bien un moment de faire une étude exploratoire sur ce sujet, de voir qu'est-ce qui se passe concrètement, comment ça se met en œuvre dans différents pays, pourquoi est-ce que les gens le font, qu'est-ce qui marche pas, et vers où est-ce que ça nous amène. Donc ça, c'était un peu le premier cadrage, la première demande. Et puis la deuxième, c'était un contexte politique qui est à la fois encourageant et un peu frustrant. Ça a été évoqué tout à l'heure, on a, avec la loi de transition énergétique pour la croissance verte en France, une reconnaissance politique plutôt forte du rôle des collectivités pour la transition énergétique. Moi, j'ai rappelé ici un adage donc, du débat national sur la transition énergétique qui précédait la loi, où on avait ces grands titres d'une transition énergétique par tous et pour tous. Et je trouvais que c'était assez fort et que, justement, enfin, où est-ce qu'on va avec ça ? C'est assez intéressant comme point d'entrée et je pense que c'est quelque chose de très différent par rapport à la manière de penser l'énergie avant. Et on a un peu la même chose au niveau européen quand vous regardez la communication sur l'union de l'énergie, où en gros l'idée c'est il nous faut une transition énergétique où les citoyens seraient au cœur de ces projets de transition. Donc on a à la fois le côté encourageant, c'est-à-dire une reconnaissance politique et du moins rhétorique du rôle des acteurs locaux et des collectivités. Et en parallèle, en fait, par contre, quand on commence à parler dur, quand on commence à parler réglementation, on se rend compte que la plupart du temps, on reste dans des débats assez technico-économiques, souvent désincarnés. C'est-à-dire qu'on va parler mécanismes de soutien, efficacité coût, notamment sur les énergies renouvelables, mais aussi sur d'autres choses. Et on oublie un peu toute cette question des acteurs. Quels sont les différents acteurs derrière et est-ce que ces nouveaux outils sont vraiment appropriés pour encourager une transition par tous et pour tous et pour encourager l'appropriation citoyenne. S'il vous plaît. Alors, autre grand enjeu, je pense, mais qui est structurel derrière, c'est quand on regarde ce qui se passe dans le milieu de l'énergie, à la fois sur le plan technique, mais aussi en matière de gouvernance, on vient en fait historiquement d'un système où les vecteurs énergétiques et les enjeux sectoriels sont traités de manière verticale et quelque part en silo. On discute de l'électricité d'un côté, du gaz de l'autre, de la chaleur, éventuellement de l'efficacité, mais chacun un peu dans son coin. Et d'ailleurs, ce qu'on a eu aussi en France jusque-là avec la PPI, la planification pluriannuelle des investissements. Et aujourd'hui, on est justement en train de se dire il faut aller vers quelque chose de beaucoup plus transversal, notamment au niveau local. Petit message à la technique. Alors ça, c'est les aléas des transparents dynamiques. Ça marche
jamais, hein, surtout quand on n'a pas la manette. Voilà. Voilà. Parce que moi, je me suis Tout ça a été illustré en dynamique. Contrairement aux autres intervenants, j'ai pas de vidéo pour vous, mais au moins j'essaie de préparer une petite animation. Donc voilà un peu, de manière très schématique, la construction politique qu'on a eue de la gestion de l'énergie. Et donc, comme je le disais, aujourd'hui, avec les nouveaux enjeux de la transition énergétique et les nouvelles technologies, beaucoup plus un défi sur la gestion transversale, multisecteur et notamment locale de ces enjeux énergétiques. Pour donner quelques exemples sur le plan technique, ça a été évoqué tout à l'heure pour la région Occitanie, l'hydrogène comme technologie pouvant faire le pont entre la production d'électricité, les véhicules, le vecteur gaz, etc. On a la méthanation, on a les réseaux de chaleur qui peuvent aussi jouer ce rôle de pont. Donc on a en fait un enjeu complètement nouveau autour de la gestion locale et autour des infrastructures de réseau et de la gestion locale de ces infrastructures de réseau. C'est un sujet qui, aujourd'hui, j'ai l'impression, en France, est traité généralement sur le plan technique. Comment est-ce qu'on gère, comment est-ce qu'on peut injecter du gaz, comment est-ce qu'on peut gérer la méthanation. Mais, à mon avis, c'est intéressant de se demander, est-ce qu'on a des structures de gouvernance appropriées aujourd'hui pour gérer cette nouvelle structuration des enjeux énergétiques. Donc, de gérer cette action transversale et locale. Voilà un peu pour dresser le cadre. S'il vous plaît. Donc, pour présenter très rapidement le contenu de cette étude que je vous invite à lire, donc vous pourrez avoir accès à la présentation et vous y trouverez le lien pour télécharger l'étude sur le site d'Energy Cities. Il y a tout d'abord une partie méthodologique que je vais très rapidement vous présenter après, mais en gros l'idée qu'il faut clarifier les concepts. On s'est rendu compte en fait qu'on parle tous de réappropriation, de participation citoyenne, de démocratisation, de décentralisation, et on ne sait pas exactement, quand on les lit au sujet de la transition énergétique, si c'est toujours la même chose, comment on peut les différencier et comment on peut mettre de la clarté là-dedans, comment construire une grille d'analyse. Et nous, en fait, dans l'étude, on est beaucoup parti du terme de rémunicipalisation, qui en fait en France n'est pas un buzzword comme ça peut l'être en Allemagne ou ailleurs. En France, on a eu quelques cas sur la gestion de l'eau, mais aujourd'hui dans l'énergie, c'est pas on n'a pas de débat, on n'a pas de conférence sur la rémunicipalisation de l'énergie. Mais on a voulu partir de ces termes-là, de ces concepts-là, parce que c'est évidemment quelque chose qui était assez fort, notamment en Allemagne. Et par contre, essayer justement d'élargir la définition derrière pour regarder comment ça se compare ou pas à ce qui se fait dans d'autres pays, sachant que dans l'étude, on a regardé donc la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Dans une deuxième partie, l'idée c'était de se demander en fait pourquoi les gens font ça. Pourquoi aujourd'hui on parle autant d'appropriation locale de l'énergie, c'est quoi les drivers? Qu'est-ce qui motive les gens? Donc ça c'est la question des objectifs inhérents. Qu'est-ce qui motive les élus, qu'est-ce qui motive les porteurs de projets à aller vers ça? Et puis une deuxième question qui nous semblait intéressante un peu dans la vision comparative et internationale, c'était les facteurs déclencheurs. Donc de regarder quels étaient les facteurs politiques, économiques, législatifs ou autres qui, dans les trois pays, pouvaient expliquer qu'à un moment, il y a une dynamique qui se crée. Ce qui est quand même intéressant pour savoir, en fait, derrière, comment est-ce que ça peut ou pas se répliquer à d'autres pays. La troisième section, c'était sur les obstacles. Quelles sont les barrières où, en fait, il y a une idée un peu... Enfin, dans l'étude, du moins, on défend l'idée qu'il y a une idée fausse qui serait de dire on ne peut pas faire plus au niveau local à cause de l'Europe. L'Europe, c'est la réglementation de l'énergie, c'est beaucoup plus fort que la réglementation nationale, et c'est elle qui va déterminer qui fait quoi dans la gestion locale de l'énergie. Et en fait, l'analyse qu'on a faite là montre plutôt que certes, il y a des grands principes européens, et la législation européenne sur l'énergie est de plus en plus prédéterminante, mais jusque-là, ça reste avant tout des dispositions nationales qui déterminent en fait le droit d'agir des collectivités dans des secteurs comme l'énergie. Donc c'est un point assez important là-dessus. Et puis on a évidemment aussi regardé quels sont les risques politiques et économiques de ces différents projets de rémunicipalisation, d'appropriation locale de l'énergie. Et donc une conclusion stratégique à la fin, mais je vous invite de regarder tout ça vous-même, s'il vous plaît.
Voilà. Sur la clarification des concepts, juste une petite illustration de comment on peut essayer de schématiser, de distinguer les choses. Il y en a d'autres. Hein. Je ne prétends pas que celle-là est plus vraie que d'autres, mais c'est juste pour montrer un peu comment ça peut marcher. Donc ce qu'on a essayé de faire là, c'est de se dire, en fait, on a différents processus qui rentrent en ligne de compte quand on parle d'appropriation ou de réappropriation locale de l'énergie. Si on regarde, si on distingue des groupes d'acteurs, au niveau des collectivités, on a deux choses. On a la décentralisation politique, qui, en fait, aujourd'hui, je dirais, est l'élément le plus débattu. C'est-à-dire, vraiment, se demander quelles sont les compétences politiques, législatives des collectivités, quelles sont leurs compétences, notamment en matière de planification, de décision, de stratégie. Et puis, il y a un deuxième élément qui est peut-être moins débattu, que nous, on a appelé rémunicipalisation, comme je vous le disais tout à l'heure, qui fait plus référence au volet opérationnel. Ça a été montré pour la vallée de Canche. En fait, à un moment, on fait l'analyse, on décide, mais après, il faut réaliser. Et c'est un peu ça qu'on a essayé de regarder dans cette étude. Quels sont aujourd'hui les moyens d'action opérationnels des collectivités dans ces différents pays? Comment elles peuvent faire pour s'approprier les projets sur le territoire? Et puis, au niveau des citoyens, pareil, on a distingué les projets citoyens comme vraiment dimension opérationnelle et tout les questions de gouvernance participative qui vont bien au-delà de l'énergie, mais je pense qu'aujourd'hui, pour vous, c'est un vrai débat. Comment renouer le lien avec le citoyen et comment l'impliquer durablement dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques. Et donc, à côté de ce processus, quelque part, on a un objectif. Un objectif qui, lui, est normatif, qui est politique, qu'on peut appeler la démocratisation de l'énergie. Derrière ça, chacun peut mettre la définition qu'il veut. Moi, je peux vous en proposer. On en trouve certaines dans la littérature. Mais je pense que c'est important de distinguer d'un côté les processus et de l'autre côté les objectifs. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc voilà un peu pour dresser le tableau méthodologique, s'il vous plaît. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Quels sont les gros éléments qui ressortent de l'analyse? Il y en a un qui ne va pas vous étonner, mais qui me paraît quand même important. C'est qu'il n'y a pas de rémunicipalisation ou de réappropriation locale de l'énergie sans véritable projet politique. On ne fait pas ça pour s'amuser et généralement on ne le fait pas par intérêt purement économique. Je vous ai mis là un exemple qui est décrit dans l'étude, donc c'est la ville de Stuttgart en Allemagne, qui en gros en 2009 a fait sa stratégie territoriale de transition énergétique et qui a décidé de devenir, enfin qui s'est fixé l'objectif de devenir une ville zéro émission à l'horizon 2050. Et suite à ça, elle s'est dit, il nous faut un outil. Il nous faut un outil central, transversal, qui nous permette d'agir, de vraiment être l'accélérateur sur le territoire de ces transitions énergétiques. Et donc, ils ont rémunicipalisé, ils ont recréé un Stadtwerk, donc une entreprise publique locale de l'énergie, qu'ils avaient privatisée auparavant en 2002. Mais ça a été assez fort. Donc ça montre vraiment ces liens entre le projet politique et derrière la création d'un outil opérationnel. Je pourrais faire le même parallèle pour la région Occitanie, où en fait, il y a eu le projet REPOS, Région Énergie Positive, qui a été lancé, et très rapidement derrière, la volonté politique de se dire, il nous faut un outil opérationnel, il nous faut un bras armé de cette politique-là, avec donc le projet de création d'une agence régionale de l'énergie et du climat comme opérateur unique d'investissement dans les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Donc voilà, le facteur politique, il reste quand même le premier driver. Deuxième élément très important, parce que quand on parle notamment rémunicipalisation et de l'énergie et qu'on regarde l'Allemagne, on a peut-être tous en tête des cas comme les villes de Berlin, de Hambourg, où il y a une vraie bataille politique très symbolique, des référendums d'initiatives citoyennes, etc. Donc ça fait du bruit, c'est des grandes villes, c'est évidemment important. Mais quand on regarde les chiffres, en fait, 85% des plus de 70 entreprises publiques locales de l'énergie qui ont été créées en Allemagne depuis les années 2000, en fait, 85% se situent dans des collectivités, dans des territoires de moins de 50 000 habitants et quasiment 60% dans des territoires de moins de 25 000 habitants. Donc ce n'est pas une dynamique qui est réservée aux grandes métropoles, aux grandes villes, mais c'est bien quelque chose qui se retrouve aussi dans les campagnes, dans les milieux ruraux. Et je pense d'ailleurs que c'est quelque chose qu'on voit également en France, et notamment avec le réseau TEPOS, c'est que les territoires ruraux sont souvent les premiers à agir, et à se dire, à se redéfinir une vision politique, pas uniquement sur l'énergie, mais également d'un renouveau industriel qui va avec ça.
Deuxième conclusion là-dessus, qui est très très visible en Allemagne quand on regarde justement la création de ces nouvelles Stadtwerke, c'est que en fait on observe des clusters régionaux. On observe en fait des pôles d'attraction régionaux, ce que vous voyez sur la carte là, où en fait il y a une première collectivité qui prend l'initiative, puis une deuxième, puis une troisième, et en fait ça crée un mouvement d'émulation et de coopération à l'échelle locale. Plus il y en a qui agissent, plus c'est simple pour les derniers de sauter sur le train et d'engager la même dynamique. Avec un corollaire derrière, c'est que pour dépasser les enjeux liés à l'effet de taille, parce que souvent on est sur des territoires qui ont relativement peu de capacité humaine, peu de capacité d'investissement pour s'engager dans un projet comme ça, la mutualisation des moyens est souvent la première clé pour se doter d'outils plus importants. Je vous ai mis là 2 exemples à une échelle beaucoup plus grande. Donc Trianel, qui aujourd'hui est le premier réseau des entreprises publiques locales de l'énergie qui regroupe des EPL, des Stadtwerke allemandes, néerlandaises et belges, et qui en fait leur ouvre notamment l'accès au marché de gros de l'énergie, donc vraiment leur permet de dépasser leur taille limitée. On a la même chose avec Alterna en France, qui est en fait une fédération créée à partir des entreprises locales de distribution pour leur aider à commercialiser leur offre. Alors Andreas, je vais juste, comme je connais la présentation, oui, attention, le temps file très très vite. Ouais. Très bien. S'il vous plaît. Deuxième point, évidemment, l'intérêt économique. Je vais juste dire 2 choses là-dessus. L'intérêt économique, pourquoi ? Parce qu'il y a évidemment, et ça a été dit de nombreuses fois aujourd'hui, c'est potentiel de maximiser les retombées économiques sur le territoire, et c'est là où l'action des collectivités est peut-être la plus importante. Je vous ai mis en haut un schéma qui revient d'un exemple, enfin d'un fonds pour l'efficacité énergétique à Hanovre, juste pour illustrer en fait l'impact d'une politique publique sur le territoire, et notamment l'effet de levier entre les fonds publics, qui sont de l'ordre de 3 à 4 millions d'euros, et les investissements déclenchés derrière. Donc un rapport ici qui doit être de 1 à 12, 1 à 13. Et derrière, la génération de valeur ajoutée pour le territoire. Bon, je pourrais dire beaucoup de choses sur cet exemple-là parce qu'il est très intéressant, il est très innovant, il montre comment les collectivités agissent là-dessus. Mais l'idée, c'est vraiment de comment créer cet effet de levier. Et le deuxième exemple, le modèle Sun pour les projets éoliens, c'est juste pour illustrer qu'un projet éolien n'est pas égal à un projet éolien. En fait, les modalités de mise en œuvre des projets, les modalités de modèles de développement, qui le porte, qui le maîtrise, etc., vont très largement déterminer la valeur ajoutée locale du projet. La part, quelque part, de richesse qui va rester sur le territoire. Donc c'était juste pour illustrer qu'on n'est pas uniquement sur une question économique, on est là aussi véritablement sur une question de gouvernance. Et puis derrière, en fait, pour le débat, pour moi, ça évoque 2 questions. Une première, qui est de s'interroger sur la logique fondamentale de l'intervention publique locale dans l'économie. Je pense qu'on vient un peu d'une doctrine politique et économique qui fait qu'on se dit, alors, les investissements rentables, c'est pour le marché, ça va se gérer tout seul, et tout ce qui n'est pas rentable, c'est la collectivité qui prend. Et c'est un peu, si on regarde dans les différents secteurs de l'économie, y compris dans les services publics, c'est un peu ces modèles-là qui s'est quand même pas mal déployé et développé. Et je pense que le véritable enjeu aujourd'hui pour la transition énergétique, c'est de renverser cette logique-là et de se dire, en fait, la distinction importante, c'est pas celle entre le public et le privé, mais c'est d'arriver à faire en sorte que les projets les plus rentables permettent d'aider, de compenser la faible rentabilité des autres projets. Donc comment est-ce qu'on crée cette compensation-là pour justement engager la totalité des projets ? Et le deuxième élément, c'est que tout ça, ça peut marcher, mais ça ne marche pas tout seul, et évidemment, ça dépend très fortement de la volonté, de la capacité de la collectivité à prendre des risques, à s'engager dans les projets sur le plan financier et sur le plan politique. S'il vous plaît. Deuxième question économique, c'est évidemment l'intérêt budgétaire. Alors là, j'ai pris le cas de Hambourg, donc qui a rémunicipalisé tout récemment ses réseaux énergétiques, électricité, gaz, chaleur, juste pour démontrer que, en fait, au-delà de la question symbolique et politique, il y a aussi pas mal de sous derrière, et que la ville, en fait, au-delà des droits de concession qu'elle touchait déjà, le fait de réintégrer la gestion des réseaux énergétiques dans le giron public lui a permis quand même de récolter pas mal de bénéfices qui aujourd'hui sont réinvestis dans les projets de transition énergétique.
Évidemment, ces modèles-là est aujourd'hui pas transposable en France, mais il permet quand même de mettre en discussion autre chose, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait en sorte de garantir que le rendement de nos réseaux énergétiques soit assuré d'être utilisé pour les projets de la transition énergétique, pour le renforcement des réseaux. S'il vous plaît. Et voilà, je m'arrête là sur quelques éléments de conclusion qui sont plutôt des questions en fait. Donc tout ça pour dire qu'en fait cette étude, elle montre que l'appropriation locale d'énergie est un outil au service de la mise en œuvre de la transition énergétique locale, qui peut être mise en œuvre selon de très nombreuses modalités. On peut avoir en tête l'exemple du Stadtwerk allemand transversal, multisectoriel, gestion de l'énergie, de l'eau et une très grande structure, mais ça peut aussi être autre chose. Ça peut être un opérateur local qui va juste faciliter les projets, qui va proposer de l'assistance technique. Donc il y a beaucoup de modalités derrière. Et en fait, le choix de ces modèles, il dépend essentiellement, d'une part, de l'arbitrage entre les risques et les bénéfices, donc ce que je vous montrais tout à l'heure, et d'autre part, des contraintes législatives nationales. On n'a évidemment aujourd'hui en France pas les mêmes moyens de créer de tels outils locaux comme on peut les avoir en Allemagne, et d'où une question quelque part qui se pose, qui est de revenir de reconnaître en fait la dimension politique du débat sur la gouvernance, et je pense que c'est véritablement important aujourd'hui, de ne pas juste se dire on va faire un peu d'implication citoyenne parce que ça permet d'accélérer les projets, ça permet de rencontrer moins d'opposition. En fait, au-delà de ça, il y a vraiment la question de se dire, aujourd'hui, est-ce qu'on a une vision de la transition énergétique en matière de gouvernance? Est-ce que, de manière similaire à ce qu'on a sur les objectifs de développement des énergies renouvelables, de réduction des gaz à effet de serre, on a une idée du modèle d'organisation de l'énergie qu'on voudrait atteindre en 2030 ou en 2050. Et c'est là où c'est vraiment un projet normatif, un projet politique. Et je pense que ces débats, aujourd'hui, il n'a pas assez lieu. Et on devrait quelque part le demander, l'exiger, pour justement arriver à ça. Et la deuxième question derrière ça, en fait, c'est très typique peut-être pour la France, c'est la redéfinition du service public de l'énergie, qui, à mon avis, est un outil très intéressant, qui est un outil qui a un acquis historique, mais où là aussi, ça serait intéressant d'ouvrir un débat pour se demander, en fait, cet outil-là, ces concepts-là, aujourd'hui, comment est-ce qu'on pourrait le réinventer dans le contexte de la transition énergétique, avec tous les enjeux qui vont avec, notamment au niveau local. Merci beaucoup. Merci. Je relais un commentaire qui a été reçu. En France, nous avons un opérateur quasi monopolistique du réseau électrique qui empêche souvent de penser énergie avec un S, dans la mesure où il est effectivement sur le métier de l'électricité. Et en Allemagne, 840 opérateurs. Constat, voilà. Et puis, question, à quand en France la possibilité de recréer des entreprises locales de l'énergie? Alors, peut-être c'est l'avantage d'être expert de l'énergie en plus d'être animateur. Il est possible de créer des entreprises locales de l'énergie pour produire de l'énergie. Il est possible de créer des opérateurs pour vendre de l'énergie. Il est effectivement légalement impossible de créer un opérateur pour distribuer l'énergie localement. Donc la réponse, elle est quand la loi changera. Et... Ok. Comment faire pour que les élus n'aient pas peur de proposer des projets sans la crainte d'être désavoués par un ou des collectifs citoyens? Je ne sais pas. Qu'est-ce que ça veut dire précisément? Peut-être un mot conclusif autour de ces quelques remarques qui ont été... Alors, je vais essayer. sans relancer le débat, parce que ça peut être très très long. Oui. Non, sur la différence France-Allemagne, je pense qu'il y a énormément de choses à dire. En Allemagne, il y a aujourd'hui plus de 900 en fait, opérateurs de réseau uniquement. Ça peut être un avantage. Je pense qu'aujourd'hui, on a pas mal de cas en Allemagne où les collectivités qui sont dotées de cet outil-là, donc de cet outil opérationnel qui est souvent gestionnaire de réseau, fournisseur d'énergie et exploitant de projets, qui va aussi développer des projets d'énergie renouvelable. Et le fait d'avoir dans la même maison différentes activités énergétiques, donc le gaz, l'électricité, souvent la chaleur et parfois aussi l'eau et la mobilité derrière, ça permet quand même de faire des choses assez intéressantes à partir du moment où nous reconnaissons tous
quelque part la transversalité des enjeux de transition écologique. Donc je pense que c'est clairement un avantage. Sur le contexte français, qui est évidemment particulier, il faut faire avec. C'est-à-dire qu'en fait, si on reprend le schéma que je vous montrais au début, où il y a des flèches qui partent dans tous les sens, certes, il faut faire du vertical, du horizontal, etc. Le fait d'avoir des opérateurs nationaux verticalement intégrés et en silo par énergie, plus ou moins, ça rend quelque part plus difficile la définition des modèles de gouvernance qui me permettraient à la fois de préserver ce modèle historique et de gérer ce que moi j'appelle les enjeux techniques et de gouvernance de la transition énergétique. Voilà. Merci. Hop, merci. On pourra revenir sur la question, on reviendra sur la question des réseaux électriques vendredi matin, puisqu'une table ronde est consacrée à cette question avec 4 intervenants. Merci beaucoup, Andreas Runage. Merci à vous.